Bonjour, bienvenue à une autre de nos capsules Rendez-vous avec nos experts. Cette fois-ci, on rencontre Daniel Trudeau, fiscaliste de CMPG Fiscalité. Bonjour Daniel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Josée, ça fait plaisir. Daniel, on va regarder au niveau du transfert d'entreprise, on va se poser certaines questions et tu vas nous aider à démystifier le volet de la fiscalité qui, pour certaines personnes, mon Dieu que ça a l'air complexe, surtout quand on parle de tous ces chiffres-là. Commençons avec l'exemption de gains en capital. C'est quoi ça? L'exemption de gain capital, c'est une déduction dans le calcul du revenu. Alors, les gens vendent des actions, réalisent un profit et ils peuvent être exemptés d'impôts jusqu'à concurrence, présentement, d'à peu près les premiers 860 000 de profit sur vente d'actions de PME qui sont exemptés. Alors, par exemple, si on vend des actions 1 million, qu'on réalise 1 million de profit et on prend une déduction de 860 000, il reste la différence taxable. Pour payer, on paye de l'impôt sur cette différence. Sur l'excédent, effectivement. Ce qui fait que les premiers 860 000, les gens qui vendent leur action de PME ne paient pas d'impôt sur ces premiers profits-là. Donc, c'est intéressant, même pour ceux qui vendent au niveau familial. Bien voilà, c'est là que ça se corse un petit peu. Parce que c'est, dans l'exemple qu'on donnait, c'est très simple. On vend à un étranger, on peut prendre l'exemption de gain capital. Quand c'est une transaction à l'intérieur de la famille, par exemple des parents qui vendent à leurs enfants ou à des frères ou sœurs, là, ça se corse un petit peu. Pour le résumer, si on garde ça simple, on dit à l'intérieur de la famille, on ne peut pas avoir droit à la déduction pour gain capital. Ça, c'est quand on veut le simplifier. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. D'abord parce qu'au Québec, les règles sont différentes. Depuis quelques années, Québec voulait favoriser le transfert familial et permet, dans certaines conditions, mais très contraignantes, très restrictives, que les parents qui vendent aux enfants puissent bénéficier de cette déduction-là, ce qui n'est pas le cas au fédéral. Alors déjà là, que ça complexifie un petit peu les situations parce qu'il y a une distorsion entre le fédéral et le provincial. Si je vends mon entreprise familiale à mes enfants, donc, oui, je peux avoir l'exonération du côté provincial, mais pas fédéral. Exact. Et aussi au Québec, du fait que c'est tellement contraignant, les conditions à respecter, que tu fais en pratique, on n'est pratiquement jamais dans des situations où on peut y avoir droit. On ne respecte jamais les critères tellement c'est contraignant. Je dis jamais, mais je ne devrais pas dire ça, là, mais c'est difficile à respecter les conditions, notamment quant à la mise de fonds. Les enfants qui prennent la relève doivent avoir un minimum de mise de fonds à la transaction pour que les parents aient droit. Ce qui est rarement le cas parce que la relève, la grosse majorité des cas, n'ont pas de sous. Ils n'ont pas de sous pour la transaction. Alors, c'est pour ça que c'est difficile. Alors, dans certains cas, malgré tout, même si à l'intérieur d'une transaction, à l'intérieur de la famille, normalement, on ne peut pas bénéficier de l'exemption, on arrive, dans certaines situations, quand même, à en bénéficier de façon indirecte. L'idée, c'est pas de se dire, OK, je vais vendre à l'externe, finalement. Il y a des options possibles pour pouvoir vendre à l'intérieur de la famille. Tout en minimisant les impacts fiscaux. Oui, tout à fait. Et je suppose que si on a une relève mixte, à ce moment-là, c'est vraiment possible. Une relève mixte, donc une relève famille avec soit un employé externe, avec un employé interne ou un externe, ça serait possible d'avoir l'exonération? Ce serait possible d'avoir l'exemption. Il faudrait voir les cas. C'est bien sûr du cas par cas, mais effectivement, on a déjà vu des situations comme celle-là où le fait que l'acquéreur, il y avait en partie en famille, en partie de l'externe, oui, il y avait effectivement moyen de bénéficier de l'exemption dans cette transaction-là. Si on regarde maintenant de l'autre côté le mode de transfert, et là, moi, j'ai certains de mes clients qui vont me parler, bon, bien, c'est beau, moi, je vais faire un don. Oui. C'est quoi l'impact de ce mode de transfert-là? Bien, en fait, c'est très simple. Un don, en réalité, c'est comme une vente. Sur le plan fiscal, c'est traité comme une vente. Par exemple, si quelqu'un a des actions d'une compagnie qui valent 1 million, qui les donne aux enfants à titre de mode de transfert, à titre de transfert d'entreprise, en faisant un simple don, c'est correct, c'est très, très simple. Ça a le mérite d'être très, très simple. On va traiter la transaction comme étant une vente à 1 million. Alors, si la personne avait des actions avec un coût de 100 qui est injecté il y a très longtemps dans le début de son projet, aujourd'hui, ça vaut 1 million, il va donc devoir inclure dans sa déclaration de revenus un gain, un profit de 1 million. Peut-être qu'il a l'exemption de gain capital, ce qui fait que ça atténue l'effet, mais il va quand même en rester. Il y a une incidence fiscale lorsqu'on fait un don, parce qu'il faut le traiter exactement comme n'importe quelle vente qu'on ferait à n'importe qui.
Donc, d'où l'importance de prendre un pas de recul et de se préparer d'avance, finalement, quand on commence son transfert d'entreprise pour regarder les diverses options, là. Est-ce Absolument. que ça va être un don? Est-ce que c'est une vente? Un mix des deux? C'est ce qui arrive souvent. En fait, en réalité, les gens ont cumulé une certaine valeur, mais ensuite, ils veulent vendre aux enfants en se disant, je n'ai pas besoin de toute cette valeur-là et je voudrais leur laisser un certain montant. Alors ça, c'est possible aussi. On peut faire une transaction de vente réelle aux enfants pour une certaine partie et un excédent qui peut être donné ou garder pour plus tard en disant, on isole cette valeur-là et on transigera plus tard sous forme de legs, sous forme de don, sous forme de on verra, peu importe. Mais effectivement, il y a moyen de combiner les deux. Est-ce bon, parce que ça aussi, on l'entend souvent, est-ce bon d'avoir un holding, une compagnie de gestion? Société de gestion, dans bien des cas, oui. Ici, si la question porte spécifiquement sur le transfert, c'est-à-dire que, mettons, on se pose la question pour les entrepreneurs qui veulent vendre aux enfants, qui n'ont pas de société de gestion, ça pourrait être utile parce que les fonds qui s'en iraient dans une société de gestion ne sont pas taxables. C'est-à-dire qu'on peut avoir des fonds qui proviennent de la société opérante, on les transfère dans une société de gestion, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les parents qui soient eux-mêmes actionnaires, ils peuvent l'être actionnaires de la société opérante via une société de gestion. Et là, elle pourrait vendre les actions de la société opérante. Les fonds qui s'en iraient dans cette nouvelle société-là seraient là sans impôt. Juste autant qu'ils soient sortis par la suite. Bien voilà, là, il y a une deuxième étape, parce que les parents, faut, tu sais, la Terre n'arrête pas de tourner, ils doivent quand même encourir des frais, payer l'épicerie et tout ça, devront sortir des fonds de leur société. Et là, ils vont payer un impôt. Mais au moins, ça a le mérite de faire un lien entre les besoins annuels, les besoins de fonds pour le train de vie et l'impôt qui est payé. Ça évite, par exemple, de dire si des gens ont des actions de 2 millions, s'ils vendent 2 millions et qu'ils payent l'impôt sur 2 millions, ils disent oui, mais je n'ai pas besoin tout de suite de 2 millions pour vivre. J'en aurais besoin graduellement au fil du temps. Puis là, je serais pris pour payer l'impôt immédiatement. Alors, ça crée Ça une peut distorsion. retarder l'impôt, Bien, finalement, voilà. selon ce que tu ressors pour combler tes besoins. Exactement, exactement. OK. Alors, les gens peuvent voir la société de gestion un petit peu comme leur fonds de retraite, en disant mon capital sera là et je le sortirai au fur et à mesure et je paierai de l'impôt au fur et à mesure, au même rythme que les sorties de fonds de la société. C'est un peu le même principe aussi si je décidais, donc si j'étais un vendeur, un cédant et j'avais l'immeuble, la bâtisse finalement de mon entreprise, je pourrais garder cette bâtisse-là dans ma compagnie de gestion Exact. et de verser et de demander un loyer à ma compagnie opérante. Oui, c'est souvent ce qui est fait, pour différentes raisons. Un, la principale, c'est que ça diminue le montant de la transaction. Alors, les gens qui ont une société opérante et un immeuble, bien, ils peuvent vendre que la valeur de la société opérante et garder l'immeuble. Ça évite à la relève d'être pris pour trouver des fonds sur un montant nettement plus élevé à cause de l'immeuble. Au moins, ça permet de diminuer les prix de transaction. Deuxièmement, aussi, ça protège un peu le vendeur qui, lui, vend aux enfants, mais n'a pas des sous. Il finance par un somme de prix de vente la transaction. Au moins, en gardant l'immeuble, bien, il se garde une certaine valeur, un certain patrimoine quand même qui est une valeur un petit peu plus sûre. Et ça protège un peu, ça diminue, mettons, son risque d'affaires dans la transaction. Mais il y a un autre véhicule qu'on entend souvent parler qui sont les fiducies. Oui. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une fiducie familiale? Nécessaire, non. Alors, pour répondre à la question, très simplement, nécessaire, non, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est bien pratique, parce que la fiducie, malgré tous les derniers changements législatifs, a quand même son utilité. Alors, si on le résume, on peut répondre à l'inverse en disant il n'y a pas de désavantage à avoir une fiducie. Dans le pire des cas, on y revenait à la case départ. Alors, ce n'est pas tellement contraignant. On ne peut pas se tirer dans le pied, on ne peut pas se nuire en mettant en place une fiducie. Le seul vrai désavantage, il est sur les frais de mise en place. Bon, qui sont, par rapport à la valeur d'une entreprise, c'est rarement un gros morceau, mais c'est quand même un élément à considérer. Ça serait quoi l'avantage de privilégier la fiducie familiale ou d'en mettre une en place? Il est, dans la plupart des cas, éventuel ou futur lors de la vente de la compagnie. Alors, par exemple, la situation classique, c'est des gens d'affaires qui ont une PME et qui voudraient, lors de la vente éventuelle, bénéficier de la déduction de gain capital dont on parlait d'entrée de jeu, mais en faisant bénéficier à plusieurs membres de la famille. Par exemple, si on a un entrepreneur qui vend ses actions, qui réalise un profit de, disons, 2,4 millions. Alors, si le seul, il va avoir droit à son exemption pour 800 quelques mille, l'excédent va être taxable. Tandis que s'ils étaient 3
à pouvoir bénéficier de la déduction de gain capital, on ne paierait pas d'impôt sur cette transaction de 2,4 millions. La façon d'y arriver, la plus simple et la plus classique et la plus optimale, c'est via une fiducie qui, Parce que elle... là, excuse-moi, c'est pas nécessairement des personnes qui sont actionnaires à ce moment-là. Exact. Dans l'exemple, on aurait un actionnaire qui est la fiducie, qui, elle, va réaliser le profit de 2,4 millions et qui dit maintenant, qu'est-ce que je fais avec mon 2,4 millions? Bien, je vais l'attribuer à différents bénéficiaires qui seraient les membres de la famille. La fiducie, comme ça, elle partage le profit entre plusieurs bénéficiaires et chacun d'eux, techniquement, doit inclure un gain en capital dans sa déclaration de revenus, mais aura droit à la déduction pour gain en capital. C'est ce qu'on appelle la multiplication de la déduction pour gain en capital. Donc, on retient qu'une fiducie peut quand même être un bon véhicule, finalement, dépendamment, et ça dépend. Oui. Donc, ça dépend, finalement, de la situation, le contexte et du cas par cas. Oui, la réponse plate, c'est ça dépend, Oui, c'est effectivement. ça, la réponse d'un fiscaliste. Oui. Hein. En terminant, quel conseil que tu donnerais au niveau de la fiscalité ou... Essayons le plus possible de prévoir d'avance. C'est-à-dire que si on planifie vendre vos enfants dans les prochains mois, bien, il est peut-être un petit peu tard pour optimiser la transaction. Ça ne veut pas dire que c'est perdu, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais idéalement, si on peut le prévoir un petit peu d'avance, dans bien des cas, ça aide à optimiser du moins la fiscalité de la transaction. Donc, ce que je retiens, c'est planifions d'avance et entourons-nous de spécialistes qui sont spécialisés au niveau du transfert d'entreprise Voilà. parce que, on l'a entendu, c'est quand même complexe aussi, là, ce Oui. qui est à mettre autour de tout ça pour optimiser la transaction. Là. Oui, tout à fait. OK. Voilà, c'est bien résumé. Daniel, merci beaucoup d'avoir été avec moi cet après-midi. Ce fut notre capsule avec Daniel Trudeau de CMPG Fiscalité, en espérant qu'on a pu répondre à certaines de vos questions. Et on se revoit dans une prochaine capsule. Merci.